La discussion de ce matin aura pour thème Grand Paris Express, interconnexion et pôle de développement. Chaque personne autour de moi est de près ou de loin liée à cette aventure du Grand Paris, dont je vous le rappelle, le premier coup de pioche aura lieu dans le Val-de-Marne en 2015 avec la création de la ligne rouge, la ligne 15 Sud. Sur les 16 gares que représente la ligne 15 Sud de Pont-de-Sèvres à Noisy, 10 seront situées dans le Val-de-Marne. Pour nous en parler, des opérateurs, c'est-à-dire des gens d'action. Tout d'abord, monsieur Daniel Breuillet, conseiller général, maire d'Arcueil, vice-président de la communauté d'agglomération de Val-de-Bièvre. Ensuite, Tristan Garcia, directeur des relations institutionnelles de la Société du Grand Paris. Jean-Pierre Nourisson, directeur général SADEF 94. Franck Méred, directeur de l'aéroport Paris-Orly. Et enfin, monsieur Jacques Touchefeu, directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont. Voilà pour les présentations, que du beau monde. On va commencer avec vous, monsieur Garcia, je le rappelle, directeur institutionnel de la Société du Grand Paris. Je vais vous laisser tout d'abord nous présenter le réseau de transport du Grand Paris, le Grand Paris Express. Bonjour à tous et à toutes, merci. Écoutez, je vais rapidement présenter le réseau du Grand Paris parce que c'est vrai qu'on commence un petit peu à le connaître puisque depuis la loi du 10 juin 2010, nous avons eu le temps et à la fois le moment et surtout de se présenter et de présenter au travers des différentes réunions publiques qui sont tenues. Donc c'est un réseau de 205 km. Je rappelle que pour réaliser une infrastructure de ce type, il faut remonter au début du siècle puisque le métro parisien c'était 200 km et nous faisons pour ainsi dire l'équivalent. Donc 205 km, 4 lignes nouvelles. 72 gares qui vont être créées et un réseau qui attendra certainement 2 millions de voyageurs dès sa mise en service, dès l'instant qu'il sera bouclé. Pardon. Donc on peut dire aujourd'hui que le réseau du Grand Paris est sur les bons rails, c'est le cas de le dire. Et pour ramener un petit peu plus sur le débat sur le Val-de-Marne, nous avons un tronçon qui est le tronçon Noisy-Champs-Pont-de-Sèvres qui a été identifié aujourd'hui comme le tronçon prioritaire qui sera mis en service lui en 2020. C'est un tronçon, écoutez, tous les ingrédients ont été réunis pour qu'il soit mis en service. C'est-à-dire à la fois, je ne reviendrai pas sur l'action qui a été menée par les différents élus du Conseil général et des maires au travers de l'association Orbival qui a porté ce projet et ce qui a fait que le consensus a été le ciment pour la réalisation de ce projet. Aussi, il fallait trouver le site de maintenance industrielle et le site de maintenance de remisage des trains. Ça a été fait. Donc le site de maintenance et de remisage des trains se base à Champigny. C'est là où on va accueillir l'ensemble des 104 rames de la future rocade rouge, avec bien sûr le poste de commande et de contrôle, le cerveau du Grand Paris, qui sera lui aussi basé à Champigny. Et nous avions, donc là c'est à peu près une parcelle de l'ordre de 10 hectares, et nous avons aussi situé le site de maintenance industrielle qui sera basé lui aux Ardoines, un site à peu près de l'ordre de 4 à 5 hectares, qui accueillera bien sûr toute la partie, je dirais, infrastructure technique du futur réseau. Donc pour aborder à la fois, commencer ce tronçon dans les temps et dans les délais, c'était de réunir tous ces ingrédients, c'est-à-dire le consensus politique, porté à la fois par les citoyens, puisque c'est quand même un élément très fort aussi, et bien sûr d'avoir toute cette infrastructure qui soit réalisée sur l'ensemble du tronçon. 16 gares, donc on peut dire aujourd'hui que les 16 gares du Grand Paris sont toutes posées, donc toutes les gares sont bien identifiées au mètre près. Dans le Val-de-Marne, bien sûr, ça reprend l'intégralité du tracé porté par l'association Orbival, donc les 10 gares du Val-de-Marne sont elles aussi bien posées là où effectivement les élus avaient souhaité les poser, puisque nous avons une méthode de travail à la Société du Grand Paris qui est une méthode un peu, je dirais, unique, puisqu'elle est basée sur la concertation permanente avec les différents acteurs, que ce soit l'État, que ce soit bien sûr les préfets, que ce soit le département, que ce soit les maires des différentes villes, et ces comités de pilotage qui sont au nombre aujourd'hui de 45 sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France sur les gares, sont tous actifs, et on peut dire qu'on travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires pour que nous puissions avancer et surtout respecter ce calendrier, puisque nous avons un calendrier quand même qui est relativement tendu, mise en service en 2020, rendez-vous compte, 33 km, 16 gares, 2020, donc c'est demain. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des gares du Grand Paris, nous sommes dans la phase d'acquisition foncière des futures gares. Sur le Val-de-Marne, on s'est fixé comme objectif d'avoir acheté l'ensemble des gares fin 2014, donc c'est rapide, et bien sûr de commencer tout de suite derrière les premiers travaux avec les déviations de réseau pour fin 2014, début 2015, où là, effectivement, nous pourrons dire que nous commençons à construire notre réseau. Les tunneliers sont posés sur ce tronçon. 7 tunneliers vont être en action au même moment.
Donc vous voyez, on peut dire qu'on avance bien. Et tous ces tunneliers ont été bien identifiés et bien posés avec les différents acteurs. Donc on est une équipe à la Société du Grand Paris très motivée et on va essayer de respecter ce calendrier. Et en tout cas, on met tout en œuvre pour pouvoir le respecter avec l'ensemble des acteurs, parce que je pense que c'est un projet de métro qui ne se réalisera qu'avec l'ensemble des acteurs et non pas qu'avec la Société du Grand Paris. Tristan Garcia, pour terminer avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les interconnexions, parce que c'est le thème du sujet aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce que ça va permettre, qu'est-ce que ça va générer, quel avantage vous y voyez? Écoutez, l'ensemble des 16 gares seront toutes connectées avec le réseau existant ou à venir. Quand je dis existant ou à venir, c'est par exemple à Saint-Maur, bien sûr, c'est le RER A, une ligne qui aujourd'hui est la ligne la plus chargée d'Europe, avec plus d'1 million de voyageurs par jour. Nous, on estime aujourd'hui qu'avec l'arrivée du Grand Paris, ça va être 20% de voyageurs en moins. Imaginez-vous, 1 million de voyageurs, 20% en moins, c'est quand même 200 000 voyageurs par jour qui n'emprunteront pas, bien sûr, le réseau du RER A et qui seront délestés au travers du Grand Paris Express. Ça, c'est l'ensemble des 16 gares seront bien sûr en connexion, puisque notre réseau de transport parisien est lui basé en étoile, c'est-à-dire que pour faire du banlieue à banlieue, nous sommes obligés de remonter sur Paris pour ensuite redescendre vers la banlieue, alors que là, par exemple, pour relier le pôle Descartes, pôle universitaire, à celui de Créteil, en 12 minutes, vous ferez le trajet au lieu de prendre aujourd'hui plus d'1 heure pour relier ces deux pôles. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les interconnexions. Après, il y a effectivement, mais je pense que ça sera le sujet de tout à l'heure, il y a tout ce qui va se passer dans et autour des gares. Et là, c'est un vrai sujet, parce que c'est une vraie discussion. Donc, à la fois sur les projets de développement connexes autour des gares, et bien sûr le projet au-dessus de la gare, où là, à la Société du Grand Paris, on a quand même un calendrier à respecter, qui est celui d'avoir défini précisément avec les élus ce qui se passe dans la gare et au-dessus de la gare, bien sûr, avant le mois de septembre. Donc, vous voyez, c'est demain. Donc, on est vraiment dans une phase aujourd'hui avec une motivation très forte pour pouvoir respecter ces délais, parce qu'on est tenu par ces délais. Très bien, donc on va voir justement que ce qui va se construire autour des interconnexions va générer un immense potentiel, qu'il soit économique, urbain ou social. J'aimerais maintenant que nous prenions un exemple concret, par exemple l'interconnexion de la ligne 14 et de la ligne 15, puisque c'est les lignes qui vont arriver le plus vite. Je rappelle que la ligne 14 sera prolongée de Saint-Denis-Pleyel jusqu'à l'aéroport d'Orly. Ça déjà, c'est magnifique, on n'osait même pas l'imaginer il y a encore quelques années. Parlons de la gare qui se trouve à l'interconnexion de la ligne 14 et de la ligne 15, la gare Villejuif Institut Gustave Roussy, qui va permettre autour d'elle la création de campus Grand Parc. Daniel Breuillet, je le rappelle, maire d'Arcueil, conseiller général et vice-président de la communauté d'agglomération de Val-de-Bièvre. Pouvez-vous nous parler de cet immense projet qui est campus Grand Parc? Je voudrais d'abord faire une rectification. Moi qui suis un amoureux de l'art contemporain, Salvador Dali disait que le centre du monde était la gare de Perpignan. Le centre du monde, c'est la gare IGR, par cette interconnexion des lignes 14 et des lignes 15. Et autour de ce centre du monde va naître un grand projet, qui est d'ailleurs, qui n'est plus un projet, qui est déjà une action engagée avec ce qu'on appelle Campus Grand Parc, c'est-à-dire un territoire sur lequel, autour de l'hôpital, va se concentrer la recherche internationale du plus haut niveau sur la recherche en cancérologie et puis sur d'autres thématiques, avec un bioparc, avec un pôle d'activité tertiaire d'environ 350 000 m², mais aussi avec de l'habitat dédié aux étudiants, aux chercheurs, également aux populations, et puis des services et d'autres entreprises. Alors, ce projet Campus Grand Parc, je suis maire de la commune voisine et je le porte pour la communauté d'agglomération parce que c'est un projet de partenariat. C'est rare en Île-de-France d'avoir sur un même projet l'État, la région Île-de-France, le Conseil général du Val-de-Marne, qui en a été un des porteurs. Je voyais tout à l'heure Laurent Garnier, qui préside l'association Cancer Campus, la communauté d'agglo, la ville, l'ensemble des partenaires institutionnels, et puis des partenaires magnifiques, la SGP qui apporte son expertise et son avancée, la SADEV qui est aménageur et à qui nous avons confié la réalisation de cette ZAC qui va voir encore une fois en 7-8 ans la construction de 600 000 m² d'habitat ou d'activité. Donc voilà, ce projet Cancer Campus est un projet sur lequel toutes les bonnes fées se penchent. Nous avons actuellement des visites ministérielles au rythme d'une tous les 15 jours quasiment pour venir appuyer ce grand projet, qui aura quand même une utilité aussi. La recherche en cancérologie permet aussi de soigner des malades. Ça permet aussi de la formation, l'accueil d'universités, du développement économique. Et tout ça
s'est concrétisé dans le premier contrat de développement territorial signé en Île-de-France. Il a été signé par la ministre Duflot sur notre territoire. Et c'est aussi ce qui justifie cette interconnexion entre 2 lignes de métro. Par Orly et par Roissy, on sera relié évidemment aux aéroports et au développement des échanges internationaux qu'un tel projet rend indispensable. Mais on est aussi relié à l'ensemble des réseaux de transport et à l'ensemble des malades, des professionnels qui travailleront autour de ce projet. Voilà, en 2 mots, Campus Grand Parc. Il y a déjà un bioparc qui est constitué avec un premier élément Villejuif Bioparc. Et nous allons rentrer en phase opérationnelle. Les acquisitions foncières sont presque toutes achevées. Les partenaires publics sont mobilisés. Donc, comme je vois une foule en délire qui se demande où investir, eh bien, vous ne vous êtes pas trompé. C'est bien sur ce territoire que vous pourrez trouver l'espace du développement pour vos projets. Vous l'avez dit, Daniel Breuiller, le campus Grand Parc a été le premier CDT qui a été signé le 18 octobre 2013. Toujours à propos de Campus Grand Parc, j'aimerais en parler avec vous, Jean-Pierre Nourrisson, je le rappelle, directeur général de SADEF 94, qui veut dire Société Aménageur Développeur de Ville du 94. Jean-Pierre Nourrisson, pouvez-vous nous présenter Campus Grand Parc de votre point de vue à vous, c'est-à-dire de celui qui aménage ce grand territoire du 94? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, bon, Daniel Breuiller a tout dit, donc je vais essayer de dire le reste. Nous sommes donc sur un territoire d'environ 80 hectares, avec en son cœur actuellement déjà un parc départemental de près de 20 hectares. Et donc l'Institut Gustave Roussy se trouve en pointe nord-est de ce parc. Et donc la gare doit venir en front d'entrée de l'Institut Gustave Roussy, donc dans une partie qui est actuellement au sein du parc départemental des Hauts-de-Bruyères. Donc la ZAC, l'urbanisation, a vocation à se développer à partir de l'Institut Gustave Roussy, en périphérie de ce parc. Et donc ce parc reste le cœur du campus et donne cette tonalité campus entre les divers éléments du projet d'aménagement. Et le projet est né, comme l'a dit Daniel Breuiller, autour de l'association Cancer Campus et donc de la volonté de s'appuyer sur la présence de l'Institut Gustave Roussy, premier institut européen de recherche clinique contre le cancer, pour développer toute une activité économique et une activité de recherche pour, je dirais, renforcer cette place de l'Institut Gustave Roussy dans la recherche et même dans la recherche mondiale. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution de la réflexion, la création de ce pôle d'excellence en matière de santé et de biotechnologie s'est peu à peu intégrée dans un quartier de ville, avec l'idée d'une extension donc sur l'ouest de la ville de Villejuif. Aujourd'hui, ce site est bordé à l'ouest par l'autoroute A6B, et donc la jonction des A6A et A6B est donc une emprise autoroutière extrêmement importante qui coupe ce secteur de la rive ouest sur la Île des Roses et Cachan. Et donc l'idée était de prolonger la ville, de réellement créer un nouveau quartier avec des logements, avec des équipements publics, avec des espaces publics extrêmement généreux pour rester dans cette tonalité du parc des Hauts-de-Bruyères, cette tonalité campus. Et donc, comme l'a dit Daniel Breuiller, il s'agit de développer environ 600 000 m² de surface de plancher, une très grande partie vouée au développement économique autour des thématiques de la santé et de la biotechnologie sur environ 350 000 m², et pour le reste, donc, de créer les logements de toutes catégories, logements en accession à la propriété, logements sociaux, résidences spécifiques, mais également d'accueillir donc de l'enseignement supérieur sur un lieu singulier de cet espace qui est un ancien fort construit par l'armée française en 1870, qui s'appelle la Redoute des Hauts-de-Bruyères, qui est un lieu tout à fait magique à la sortie du parc des Hauts-de-Bruyères. Et l'idée nous est venue d'offrir l'utilisation de cette redoute
qui n'a plus d'usage militaire, à l'enseignement supérieur, à accueillir des étudiants et des services associés, avec le souhait de connecter cet espace voué à l'enseignement supérieur et à la vie étudiante, mais également de faire rentrer la ville dans cet espace, que ce ne soit pas une espèce de singularité qui ne dialogue pas avec le reste de la ville. Donc l'idée, c'est bien un quartier de ville dans son intégralité, mais avec cette forte connotation autour du pôle d'excellence santé et biotechnologie. Alors évidemment, vous vous en doutez, l'arrivée de la gare du Grand Paris avec cette grande station de correspondance entre la ligne 14, prolongement donc à partir de Paris-Centre vers l'aéroport d'Orly et la rocade, la ligne 15, constitue un élément extrêmement important de l'attractivité de ce territoire. Je précise que le projet a été envisagé et a maturé avant l'annonce de la gare, mais que, évidemment, l'arrivée de cette gare emblématique le magnifie. Nous sommes en plus dans une gare qui va être assez singulière, puisque nous sommes au point culminant du Val-de-Marne, avec une vue sur Paris tout à fait remarquable. Et donc, de ce fait, techniquement, la gare doit être très profonde. Et donc, la question de l'intégration de cette gare très profonde par rapport à un quartier en devenir, la Société du Grand Paris, avec la participation des élus concernés, a choisi récemment l'équipe en charge de réaliser la gare, l'équipe de Dominique Perrault. Et donc, ce que nous essayons de faire maintenant avec la SGP et avec l'équipe de Dominique Perrault, c'est que cet élément de gare soit non pas un élément ajouté au projet urbain, mais qu'il vienne bien en dialogue avec le projet urbain, qu'il apporte une contribution au projet urbain et que le projet urbain apporte aussi des éléments complémentaires à cette gare. Donc, dernier élément, et j'ai été un peu long, je vous prie de m'en excuser. Donc, il y a projet de créer dans les équipements de cette ZAC un bioparc qui viendra donc en complément de la pépinière hôtel d'activité que SADEV a créé il y a quelques années à quelques centaines de mètres de là, qui s'appelle Villejuif Bioparc et qui d'ores et déjà accueille des jeunes entreprises qui interviennent dans le domaine de la santé et du biomédical, pour certaines d'ailleurs avec des succès de leur recherche tout à fait notables, et qui donnent déjà cette connotation, cette dynamique de polarité de la recherche biomédicale dans l'environnement de Campus Grand Parc. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Nourrisson. Donc, je parlais tout à l'heure de l'importance de pouvoir se rendre à l'aéroport d'Orly par le métro. Ce sera désormais possible avec le prolongement de la ligne 14. Franck Meyret, vous êtes le directeur de l'aéroport Paris-Orly. Pouvez-vous nous dire en quoi ce prolongement de la ligne 14 est vital pour tout le monde? Ce prolongement, il est majeur au moins à deux titres, hein. D'une part, le pôle économique sur lequel on est. Hein. Le pôle économique sur lequel on est, Orly, Rungis, dans sa diversité, orienté transport, mais aussi agroalimentaire, cité de la gastronomie, c'est déjà un pôle avéré de plus de 140 000 emplois. Donc de nombreuses entreprises sont présentes. Il s'agit de connecter ce pôle au reste de Paris. Deuxième aspect, le pôle économique Orly-Rungis, c'est aussi l'aéroport d'Orly. Donc c'est un outil de connexion des entreprises vers le reste du monde et réciproquement. Et donc la ligne 14, c'est être à une vingtaine de minutes de la gare de Lyon. C'est-à-dire avoir ce pôle économique extrêmement puissant qui continue à grandir. Hein. On a des projets en cours pour le faire grossir. Hein. Des immeubles sont en construction, je pense notamment à Cœur d'Orly ou sur les emprises voisines. Il y a des projets sur le mine de Rungis. Donc c'est un pôle économique qui est important, qui continue à grandir et qui a un potentiel de croissance élevé. Et la ligne 14, c'est le relier à Paris. La ligne 14, ce n'est pas que ça, puisqu'on l'a dit. La ligne 14, c'est aussi relier ce pôle-là avec la ligne rouge. On diffuse sur une grande partie de l'Île-de-France. Et à terme, ce qui est prévu, c'est que le pôle d'Orly soit aussi une gare de connexion entre la ligne 14 et la ligne 18 ou ligne verte qui va vers le plateau de Saclay et l'ouest parisien. Donc c'est relier ce pôle économique et cet outil de transport de manière extrêmement efficace à Paris. C'est faire qu'on soit dans Paris intramuros, à 20 minutes de la gare de Lyon sans rupture de charge et de tout le reste d'une bonne partie de la région parisienne avec des correspondances faciles. C'est, à mon avis, quelque chose qui va nous changer la vie. J'aimerais revenir sur un des avantages énormes qu'offrent les interconnexions pour les quartiers qui se trouvent autour.
c'est enfin la possibilité de rénover des quartiers, de construire, de reconstruire, de moderniser, pour qu'il y ait une unité quand même, comme vous le disiez, entre un réseau de transport à la pointe de la modernité et ce qui l'environne. Ce qui va être le cas avec l'aéroport d'Orly, qui va encore se moderniser, avec notamment l'unification des 2 terminaux de la plateforme en une seule aérogare d'ici 2018, et d'innover avec la création d'une gare TGV et de ce qui va s'appeler Cœur d'Orly. Il y a également le tramway. On peut vraiment parler d'Orly comme un pôle multimodal. Franck Méred, pouvez-vous nous parler de ce projet de rénovation L'État, la SGP, les collectivités ont retenu à l'unanimité d'avoir une gare de correspondance sur Orly. Il fallait que nous, on soit aussi à la hauteur de cette chance. Ce qui fait qu'à cette occasion, nous, on rénove en profondeur l'aéroport, à la fois pour bien se connecter aux 2 lignes de métro qui vont nous relier au Grand Paris. Pour moi, Paris demain, Paris Intramuros, on est dans Paris Intramuros quand on est à Orly, avec ces gares de métro. Être à la hauteur à la fois de cette connexion et de l'évolution du trafic qu'on a sur l'aéroport. Donc l'aéroport se diversifie fortement dans ses destinations. On a 150 destinations actuellement, avec un renforcement, une amélioration de l'offre sur toute l'Europe, donc qui progresse fortement, de l'ordre de 7-8% par an de progression de l'offre sur l'Europe, plus des connexions à des destinations clés pour les acteurs économiques qui sont sur notre territoire, qui ont été l'ouverture de lignes sur Moscou l'année dernière, qui fonctionne très bien, et l'ouverture de lignes sur la Chine à partir de l'année prochaine. Donc l'aéroport, on le modernise pour être à la fois en phase avec le Grand Paris et tout ce potentiel, cette chance de connectivité avec l'Île-de-France, et pour être à la hauteur de la connectivité qu'on apporte avec le reste de l'Europe, la Méditerranée et l'international. Et ces projets, pour faire assez simple, on va relier Orly Sud à Orly Ouest. On a pour environ 100 000 mètres carrés, donc ça fait plus de 100 000 euros. 100 000 mètres carrés de construction neuve pour unifier ces 2 terminaux et offrir une place optimale pour accueillir aussi la gare TGV qui a vocation à être sous les 2 lignes de correspondance de métro et donc avoir un pôle multimodal, grande échelle, l'avion qui connecte à l'Europe, la Méditerranée mais le reste du monde. Moyenne échelle, le TGV qui connecte à la France pour faire simple et aux pays limitrophes. L'échelle francilienne avec 2 lignes du Grand Paris et ce que j'appelle le réseau capillaire qui donne l'unité à ce territoire, qui est le tramway T7, qui lui est déjà une réalité pour nous depuis quelques semaines. On est dans un environnement urbain, centre-ville, et on accompagne ça également avec simultanément, donc on a lancé la construction de Cœur d'Orly avec le premier immeuble qui arrivera en même temps que les premières livraisons d'aérogares. Voilà pour les projets de rénovation de l'aéroport. Parlons maintenant des projets de rénovation autour du pôle Orly-Rungis Seine-Amont, dont le territoire s'inscrit dans une OIN, c'est-à-dire une opération d'intérêt national. Donc là, on est vraiment dans le parfait mélange de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir la rénovation et l'innovation. La rénovation avec la zone Sénia, par exemple, qui avec sa proximité avec Rungis, Orly, les autoroutes A6 et A86, est un secteur géographique qui offre des avantages considérables. Dont la rénovation était devenue nécessaire. C'est une zone sur laquelle il y a un tissu urbain à reconstruire. Jacques Touchefeu, je le rappelle, directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis Seine-Amont. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces projets, la zone Sénia, mais aussi la cité de la gastronomie, les portes d'Orly? Oui, bonjour. Sur le territoire de l'opération internationale, en fait, on a 2 grappes d'interconnexion. La grappe de la ligne 14 et puis la grappe de la ligne 15. Voilà. Donc sur le pôle d'Orly, effectivement, des potentiels de développement articulés effectivement à cette grappe des gares. En même temps, c'est vrai qu'on se projette tous pour que la ligne 14 arrive au plus tôt. En même temps, ça efface un tout petit peu quand même un élément extrêmement important que Franck a cité, c'est l'ouverture du tramway T7. Le tramway T7, c'est ce qui permet justement d'organiser aussi une grappe d'offres nouvelles de développement économique, puisque c'est le long de ce tramway que Cœur d'Orly va se développer, que la Silic continue à développer par rénovation de l'immobilier actuel, de l'immobilier de bureau contemporain. Et il y a plus au nord, Porte d'Orly, qui est une opération qu'effectivement nous opérons, et qui a fait l'objet d'une commercialisation d'ailleurs en charge foncière à des promoteurs aux 2 tiers actuellement, et qui contient, outre 1200 logements, 100 000 m² de bureaux. Et effectivement, là, on préfigure aussi l'arrivée
de la ligne 14. Il y a la Cité de la gastronomie également à cet endroit-là, hein, Cité de la gastronomie qui a été actée par l'État au titre du réseau des cités de la gastronomie. Et dans le réseau des cités de la gastronomie, il y a Paris-Rungis, il y a Tours, il y a Lyon et il y a Dijon. Et il y a Paris-Rungis. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a une connexion actuellement du T7 et du TVM et que va arriver une des gares de la ligne 14, Mines-Porte-de-Thiers. Alors sur Seigna, on est sur une autre interconnexion aussi qui va arriver au moment où la ligne 14 arrivera avec le RERC. Et là, on est au cœur d'une zone qui est une zone aujourd'hui économique, mais qui a besoin effectivement d'être modernisée. Et c'est vrai qu'autour de ce grand pôle multimodal de la ligne 14 avec le RERC et avec le BHNS Sucy-Orly et avec un certain nombre d'autres choses, sera effectivement l'occasion de développer un projet métropolitain important, économique et résidentiel. Et dès à présent, nous avons mis en place des dispositifs de préparation foncière, en quelque sorte, à travers une zone d'aménagement différé, à travers des conventions avec l'établissement public foncier d'Île-de-France et à travers quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec eux aussi, ensemble, avec le PF et l'EPA, pour faire du portage long terme, à l'instar de ce que le PF a négocié au nord de Paris avec Pleine Commune. Donc là, on prépare. Sur la deuxième grappe, qui est la ligne 15, et qui, elle, arrive dès 2020, donc c'est un vrai atout. On l'a cité aussi pour Sciences et Santé, puisqu'on est sur la même ligne, en fait. Trois gares dans le territoire de l'OIN, 3 gares d'interconnexion, puisqu'elles sont toutes d'interconnexion, sur le RERD, donc entre Maison-Alfort et Alfortville, sur la ligne C dans les Ardoines, à Vitry, et en interconnexion avec le futur tramway Paris-Orly, qui lui aussi sera ouvert en 2020, dans Vitry-Centre. Donc ces 3 gares ont justifié la mise en place, d'ailleurs, d'un contrat de développement territorial, celui des Grandes Ardoines, qui fera l'objet d'un comité de pilotage demain de validation définitive après l'enquête publique et tous les avis juridico-administratifs, et qui sera signé ou fin décembre ou début janvier. Voilà, donc c'est l'été qui est donc mûr. Et à l'intérieur de ça, évidemment, au cœur de ça, le projet des Ardoines que nous opérons, qui est sur cette interconnexion majeure du RERC, de la ligne 15, également d'un bus à haut niveau de service qui sera aussi ouvert en 2020, qui descendra de François Mitterrand jusqu'à Choisy. Donc cette polarité-là essentielle de transport métropolitaine va générer effectivement, va consolider en quelque sorte un projet de développement qu'on avait commencé à mûrir d'ailleurs un petit peu avant, qui croise en fait 2 intentions. La première, c'est que la ville de Vitry, dans sa dimension d'urbanité, de mixité, etc., rejoigne la Seine, alors qu'aujourd'hui, elle s'est arrêtée aux voies ferrées, et qu'elle profite aussi de cet espace majeur, de cette respiration métropolitaine, de cette adresse-là que constitue la Seine. Et en même temps, c'est l'intégration dans un tissu de ville d'activités industrielles et productives qui sont très présentes encore sur le secteur des Ardoines, puisque ça n'est pas du tout une friche. Il y a 9000 emplois sur ce territoire, il y a des gros industriels comme Sanofi, Air Liquide, Steph, et il y a plein de PME, PMI avec des activités tout à fait intéressantes. Donc le grand projet de développement va marier la fabrication d'une ville avec les dimensions de logement, d'équipement, etc. Une dimension tertiaire importante, notamment sur ce pôle multimodal, puisque ça fabrique une adresse tertiaire métropolitaine, et aussi une dimension d'immobilier productif et industriel, qui est une sorte de challenge, mais qui est fondateur du projet des Ardoines. Et d'ailleurs, à ce titre, nous allons sceller, et nous allons l'annoncer demain sur notre stand à midi, un partenariat amont avec des acteurs immobiliers et sur le champ des activités et sur le champ résidentiel, sur les premiers morceaux qu'on va fabriquer, sur des terrains que nous possédons avec les PFIF, que la puissance publique possède en tout cas, que nous maîtrisons donc, pour des premiers permis de construire à partir de début 2015. Et on va travailler en amont avec les promoteurs industriels et résidentiels sur un premier programme de 165 000 m², dont 45 000 m² d'activité. Et ensuite, derrière, on a l'arrivée effectivement de la ligne 15, on a la modernisation du RER qui va se faire en même temps, donc 2020, et là, pour le coup, on aura une autre rafale de projets au moment de l'ouverture de ces gares entre tertiaire et résidentiel.
Très bien, mais merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Non? Alors, Daniel Breuiller, faut jamais lui demander. On n'est jamais Dernier ça un mot. élu. Non, je voulais dire une chose parce qu'en écoutant chacun des intervenants, la métropole existe déjà. Et le Val-de-Marne est sûrement un des territoires les plus attractifs. Donc c'est le Conseil général qui parle. Quand on voit les atouts que nous rassemblons sur ce territoire, avec des valeurs foncières inférieures à celles des Hauts-de-Seine ou de Paris, avec une qualité de vie égale ou supérieure à celle d'autres territoires, je pense vraiment que le Val-de-Marne est l'atout principal. Je crois que le Val-de-Bièvre, avec 5 gares du futur réseau de transport, est bien servi. Mais je crois que l'équipe Val-de-Marne, et c'est un hommage que je voulais rendre à l'agence et au travail qui fédère les uns et les autres, l'équipe du Val-de-Marne a un très fort potentiel et que si la métropole a une chance de se consolider et de se développer, notre territoire est sûrement un des territoires les plus accueillants. Merci beaucoup Daniel Breuiller. On se rend bien compte en vous écoutant que nous sommes à un tournant historique dans l'histoire de Paris, comparable à ce qui s'est passé avec Haussmann, peut-être plus important puisque les moyens sont supérieurs. D'ici 20 ans, Paris aura vraiment un nouveau visage. Merci à vous. Et il marche pas. J'ai le droit aussi à une phrase pour la fin. Allez-y, le mot de la fin. On a la chance d'être sur un territoire où il y a une unanimité entre les acteurs économiques, les entreprises et les acteurs politiques. Et je pense que l'ouverture de la ligne 15 en est une des illustrations. Et donc on est sur un territoire où on a la chance d'avoir une très bonne visibilité sur vers où on va. On veut tous aller dans la même direction. L'expérience passée le montre et l'expérience en cours, on le voit sur la ligne 14 et d'autres projets, font qu'on arrivera, je pense, dans des échéances rapides, j'espère 2024 pour la ligne 14, à avoir la suite parce que justement il y a cet esprit d'équipe unanime. Et c'est quelque chose qui marque le territoire, je pense. Très bien. Juste un petit mot pour pas trop durer. Donc, c'est vrai que j'ai abordé tout à l'heure effectivement le tronçon Noisy-Champs-Pont-de-Sèvres. Et on peut imaginer que, bien entendu, le dispositif qui a été mis en place par la Société du Grand Paris est identique sur le tronçon de la ligne bleue, comme il est identique d'ailleurs sur l'ensemble des tronçons des 205 km aujourd'hui de réseau. Donc c'est vrai que nous allons, tout de suite après les échéances électorales, attaquer, pour ainsi dire, le tronçon de la ligne bleue, donc de Paris, d'Olympiade jusqu'à Orly, puisque là, aujourd'hui, on peut dire que toutes les gares, toutes les boîtes, ce qu'on appelle nous les boîtes, toutes les gares aujourd'hui ont été positionnées précisément, à Orly aussi, bien sûr, et donc nous allons, à partir du mois d'avril-mai, commencer la concertation. Nous allons avoir 10 réunions publiques sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne pour commencer à préparer les citoyens à l'arrivée de ce métro et on espère dans les délais et à la fois avec le calendrier que le Premier ministre nous a donné, c'est-à-dire une mise en service en 2027. Merci. Très bien, merci à tous et je vous propose maintenant de continuer la discussion autour d'un apéritif sur le stand. Bonne journée à tous.